Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire choix de Télémétropole pour vous informer. Je suis Rose Berline Batelmi-Ducasse. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. À la une de ce mercredi 28 janvier 2026, dans le dossier concernant les tentatives de renvoi du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Maître Samuel Madister rappelle que le président du Conseil présidentiel de transition ne dispose pas de droit de veto. Selon lui, les décisions prises à la majorité sont exécutoires et le coordonnateur du CPT qui refuse de s'y soumettre doit être considéré comme démissionnaire. Le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral du Mexique ont signé ce mercredi un protocole d'accord visant à renforcer la coopération dans plusieurs domaines clés du processus électoral. Le partenariat porte notamment sur la formation des acteurs électoraux, la gestion du registre électoral et l'utilisation de la technologie pour l'organisation des scrutins. Également à la une de ce mercredi, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a décidé de suspendre l'octroi de subventions au sein de l'administration publique, sauf autorisation spéciale de la primature. Annoncée dans une circulaire datée du 27 janvier 2026, la mesure s'impose à l'ensemble des ordonnateurs de l'État, sans précision sur sa durée ni les critères d'éventuelles dérogations. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en politique. Des avis divergent quant à la position exprimée par la CARICOM, qui se dit prête à assurer la médiation entre les acteurs politiques en vue de parvenir à un nouvel accord pour la poursuite de la transition. À environ une semaine de la fin du mandat du CPT, l'incertitude persiste quant à la gouvernance du pays. Maître Fredo Jean-Charles de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels appelle la majorité silencieuse à s'engager afin de prendre en main le destin du pays. Il est avec nous sur le plateau de Métro News. L'actualité politique demeure au centre des débats et pour continuer à analyser la situation, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Métro News ce soir Maître Fredo Jean-Charles. Maître Fredo Jean-Charles, bonsoir, bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir, Madame Rosmeline Batelmi. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs et tous les fidèles auditrices de la radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous pour analyser l'actualité. Justement, vous êtes avec nous pour analyser la situation politique principalement. À l'approche de la date du 7 février, en pile débat, en pile palais a fait autour de Datsa. Et récemment, il y a la CARICOM qui proposait médiation par le biais des éminentes personnalités. Yon médiation jodian à environ 2 semaines, de 7 février, avec la CARICOM, Maître Fredo Jean-Charles. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, en fait, il faut que nous disions que CARICOM t'a dû d'abord assumer l'échec qu'il était fait premier pas pour le mettre en quelque sorte, ou bien contribuer ou bien jouer rôle médiateur pour mise en place CPTA. Échec ça, c'est pas échec seulement classe ou bien secteur qui t'es participé, mais c'est échec toute même communauté internationale. Parce que, en quelque sorte, on dit que acteurs politiques, ta bataille entre eux, il n'y a pas de joindre une formule vraiment après Ariel Henry qui n'a pas vraiment arrivé à faire élection. Eh bien, jusqu'à ce que CARICOM, même si que nous avons dit dans l'autre langage que CARICOM te mettait le devant pour le faire travail, parce que nous avons dit que l'autre grande puissance était en quelque sorte cautionné ou bien supporté CARICOM dans des démarche-là, qui ne pas paraître vraiment. Mais qui est grande puissance? Non, les États-Unis, je ne sais pas que Gombaga a fait à Haïti, qui dans l'Amérique là, pour ne pas en quelque sorte attirer ou bien pour les États-Unis pas impliquer le soir baillon accord ou bien immiscel parce que c'est pas seulement Haïti, même dans l'Amérique latine qui gens que yo mené politique dans l'Amérique là et même en Europe ou bien dans le monde là. En quelque sorte nous capable dire CARICOM yo te mettre le devant et bien finalement l'été prend responsabilité et faciliter mise en place CPT et CPTA lui-même échoué dans la mission. Et CARICOM lui-même, je dis, il faut qu'il t'a expliqué à peuple haïtien qui ça le fait encore après échec ça, pour toutefois nous avoir un petit bénéfice du doute, même si que nous ne pas dire de confiance. Ça veut dire qui ça, excusez. Parce que je dis,
capable toujours vivre dans moment dans l'histoire nous comme peuple côté que nous échouer de par nous-mêmes. Mais là que un groupe pays qui forme CARICOM, même dit pour ne pas faire de manière discriminatoire, un paquet de pays qui pas une histoire devant nous comme peuple haïtien, un paquet de petits pays pour me dire l'autre langage encore qui peut être discriminatoire mais nous va comprendre, décider de dire qu'il y a un coup de main pour mettre un gouvernement, pour mettre la présidence campée à travers 9 membres. Et je dis qui gagne une mission qui était claire à travers un accord de 3 avril 2024, rétablir la sécurité, ou bien l'autorité de l'État, faire élection et puis réforme constitutionnelle. Bon, même si je ne suis pas en ordre. Donc, qui arrive finalement accepter, il n'y a pas de jamais dit rien, il n'y a pas de note qui sortit pour dire que yo désolidariser avec CPT, que yo même yo contribué mettre en place. Hein? Mais plutôt, yo garde échéance 5 et 7 février qui était en prévoir dans ce accord 3 avril 2024 là, yo plus focus parce que fin arrivé et finalement il a dit que yo pral jouer rôle médiateur ou bien médiatrice. Mais nous capables de considérer ça comme un jouet mangeté, jouet petit monde petit. Là nous considérer justement accord 3 avril là qui était déjà prévoit que fin transition, ça c'est étape 7 février 2026. Et là, nous connaissons que pas vraiment il y a une discussion, à part de notes qui sortent aujourd'hui, à discuter avec partis, avec structures politiques pour jeune entente. Mais dans le concret, jusqu'à présent, pas jamais rien qui fait. Est-ce que population, je dis qu'à regarder Metro News, yo pas qu'à dire tête yo, peut-être que c'est seul yo même qui pas au courant de qui ça peut le passer, mais structure politique yo, parti politique, communauté internationale, il qu'on est qui ça y a fait. Après 7 février, là, nous tenu compte de ces à 2 semaines environ que Jodi là CARICOM proposait être comme médiateur. Bon, ça que fait ces 2 semaines environ, j'en dis là, c'est parce que je pense que au moins il y a un sentiment de honte. Et parce que d'ailleurs, si que nous et non seulement on dit un sentiment de honte parce que il a contribué à mise en place CPT et il a échoué. Deuxièmement, tout, c'est parce que je dit que acteurs qui fait politique, qui fait gros voyous, qui sont scène, soit secteur, ils n'ont pas de courage pour faire un consensus, pour sauver le pays qui est presque effondré totalement. Bon, finalement, ce n'est pas rien qui fait, et c'est là, en pile fois, ils prennent nous. Hein. Et c'est ça qui fait que CARICOM est initial dans l'affaire politique, plus ou moins, qui facilite comme un monde qui a autorité, ou soit un groupe de pays qui a autorité, pour dire yon bagay non situation de crise généralisée et côté institution ou bien scène politique désorganisée. Qui ça me veut dire par là? D'ailleurs, CARICOM, je pense que l'échec actuel, c'est l'échec yo même, j'aime dire avec classe politique. Là. Deuxièmement, malgré ces échecs, classe politique là, tout, pas prendre conscience pour prendre le destin pays en main. Et si malgré eux échoué, nous ne pouvons pas prendre le destin pays en main, il y a toujours proposé tête toujours parce que il y a au bénéfice d'eux-mêmes. Et en plus de ça, moi, on n'a pas parlé pour CARICOM, non, pour classe politique en tout avec secteur tout. Parce que j'aime toujours dire, c'est haïtien, ils ont au moins héritier de bataille, héritage, les ancêtres ont été quittés. Et je dis un sentiment de révolte, vol que j'aime dire, sorti par le fait que nous n'avons pas quelqu'un qui a fait gros voix, mais dans la réalité, pour résoudre la crise, il y a nul, c'est tout vite. Parce que, pas obligé de dire comme ça. Parce que la communauté internationale a gardé nous, tant que nous avons fait conférence de presse, prend position, fait note, 5 mètres tête ensemble, après ça, divisé. Et puis, le pays a effondré, si moun a mouru, fille a violé, moun enceinte, tu vas gagner un soin, moun l'hôpital a fermé, l'université a fermé. Et ça n'a pas interpellé la conscience nous pour dire, finalement, monsieur, même si nous connaissons nous tous besoin d'argent pour fonctionner, peut-être c'est ça mobile politique là, même si que moi, mais désolé vous me dire, parce que je ne suis pas politicien. Je suis peut-être défenseur des droits humains ou bien homme politique, si je le dis comme ça. Mais si ce n'est pas ça mobile pour nous dire que finalement, pays en danger, il faut que nous sauver. Et c'est petit seulement qui a sauvé. Nous-mêmes, nous faisons partie des petits lits. Il faut nous mettre en patte là. Et comment le sauver aujourd'hui, justement? Comment le sauver? Qui forme gouvernance qui doit être? C'est simple. C'est simple. Parce que moi-même, je dis que je vais retourner dans l'histoire. À Saint-Domingue, il y a 3 classes d'esclaves. Esclaves des champs, esclaves domestiques et esclaves à talent. Esclaves des champs, ils étaient plus vivre ça une certaine brutalité, non seulement psychologique, mais physique parfois.
Mais esclaves et domestiques, parfois, là, au fin fait travail, ils n'ont reste manger, mettre yo bagay. Esclaves le plus souvent, ils ont coudre, ils ont fait des mais esclaves qui t'a vu férocité, hein, ça aurait la sauvagerie primitive, si je me prendre le langage de Thomas Hobbes comme philosophe politique, je me dit que c'est eux-mêmes qui ont une nécessité pour renverser l'ordre établi et finalement venir un nouveau ordre. Un nouvel ordre. Mais, ça me dit finalement, en Haïti, comme si il y a des gens qui sont plus proches esclaves à talent, proches esclaves domestiques, et puis nous-mêmes, l'ensemble de la population qui nous est considéré comme surtout ça plus bas niveau qui était un petit busy sur la ville, soit qui vivre férocité dans gang, on est esclaves des champs. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui comptent férocité, parfois tuer leur balle de travail parce que je ne dis pas qu'une balise pour un gang décider de rentrer là quand il y a un monde qui a une petite file pour dire la violer pour un parent qui a dit un bagage sinon c'est tuer et prendre livre exilé. Bon, je dis entendez bien comme c'est une population qui t'a doué justement prendre responsabilité mais notamment à travers des manifestations, c'est ça qu'on proposait. Non, on ne va pas parler des manifestations parce que c'est une question bien sûr. Bon, oui, merci mais pour la question. Mais finalement, on a dit que c'est pas faire manifestation. Qui sa population doit faire, je veux dire. Qui sa population en quelques secondes. C'est organiser à travers des monde qui prend courageux, qui bat tête en holocauste pour sauver le pays. Et il y a des gens qui tellement gen aura qui a parlé finalement et nous-mêmes nous pas dit que yo pas doit parler parce que c'est pays nous tous. Mais faut que nous capables faire une grille d'analyse soit pour nous capables analyser, faire un contrebalancer pour nous finalement qui résultat ou bien ce qui synthèse on a fait de militants comme homme politique. Mais finalement, ne pas considérer les gens comme monde qui capable de parler ou soit décider pour nous encore. Pendant que vous avez toujours dans le pays, une sorte de contribution en termes de consultation par rapport à l'expérience, parce que c'est haïtien, ne pas dire que vous pas droit dans le pays. Ça me veut dire, moi, faire un appel dans le même moment, ça, dans l'émission, ça, c'est pour classe, alors majorité silencieuse, là, prend responsabilité parce que quand pile monde tout par exemple bay moyo pas sur scène et qui c'est haïtien qui a subi tout et qui gen moyo et nous-mêmes n'a pas yo et faut nous même yo prend courage pour sortir dans silence et finalement pour organiser yo et puis constituer une véritable force pour nous renverser tendance pour nous payer l'autre directive parce que le pays a besoin de ça. Il nous faut donc sortir du silence. Merci infiniment à vous, Maître Fredo Jean-Charles. Merci Rose-Berline Batelmi pour l'invitation. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Fredo Jean-Charles. Il est avec nous pour répondre à nos questions concernant la situation politique en Haïti. Merci de votre fidélité à Metro News. En ce qui concerne le renvoi du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le président du CPT ne peut s'opposer à la décision de la majorité de ses collègues, affirme Maître Samuel Madistin. Son consentement n'est pas nécessaire pour que la décision de révoquer le chef du gouvernement soit exécutoire, ajoute-t-il. Le Conseil, en tant qu'organe collégial, concentre les prérogatives présidentielles. Si le coordonnateur de cette structure refuse de se soumettre à ces décisions, il doit être considéré comme démissionnaire, précise le président du Conseil de la Fondation J'éclairé. Écoutons les explications de Maître Samuel Madistin. Le Conseil présidentiel, c'est ce qu'on appelle une entité administrative collégiale. Pris individuellement, aucun des membres du Conseil présidentiel n'a le pouvoir du président de la République. C'est le Conseil qui concentre entre ses mains les prérogatives présidentielles. Le Conseil comme entité administrative collégiale. Dès lors, c'est la décision prise par la majorité du Conseil qui représente la décision de la présidence de la République. Le coordonnateur ne dispose pas du droit de veto sur la décision de la majorité. Le coordonnateur doit se soumettre à la décision de la majorité. Dès que le coordonnateur ne se soumet pas à la décision de la majorité, il est réputé démissionnaire. Parce qu'il ne remplit pas la mission pour laquelle il a été placé à la coordination du Conseil. À partir de ce moment, c'est juste constater que le démissionnaire renvoyer et pour mettre l'autre coordonnateur qui remplit la mission. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Ou une situation côté, parce que Blanc dit la supporté Didier, donc majorité assez blanc. Par exemple, les conseils là, t'as monté. Ariel Henry,
mandé pour les gens qui veulent venir dans le conseil, il faut une pièce qui est établie, qui a gagné qualité pour remplir la fonction de président. Parce que Blanc t'a supporté le ça. Ils ont tout dit, ils n'ont pas de pièce à personne. Y compris, on est con Laurent Saint-Cyr, dit qu'on passeport canadien dans la poche. Il n'y a pas de pièce, non? Je dis, il y a pas de monde dans le conseil là qui baille pièce, pas un monde qui dit qualité, non? Parce que Blanc t'a supporté. Je dis à Blanc, j'étais même gens avec j'allais dévorer Ariel Henry. J'étais à partir de ce moment, on a regardé qui ça Blanc dit. Mais ça, il a oublié un bagage, l'autre principe, qui est le principe du bouc émissaire jetable. C'est-à-dire que les grandes puissances, les ont utilisé hommes politiques dans ce pays, jouent situation pas bon, ou regarder, il faut jeter pour l'autre monde. C'est ça qu'ils ont fait pour Ariel Henry, qu'ils ont mis avec un tweet comme Premier ministre. Là, on parle encore. Ils ont évoqué pendant l'avion, conseil là. Haïti pas de côté pour nous mettre 9 présidents dans le palais. Blanc dit pas besoin d'une constitution, pas besoin d'une loi, nous besoin de 9 présidents. C'est Blanc qui dit, mettez-yo. Je dis à Blanc, il dit, pas vle, il dit, il défis aimé. Et puis il a fait subterfuge comme si, là, c'est ça que dit défis aimé, dit, bon, parce que c'est ça Blanc vle. Mais si on reste sur le plan du droit pur, donc, je dis, nous sommes dans une situation, une situation de rupture de l'ordre constitutionnel. La Constitution est suspendue soit totalement, soit partiellement. Donc, toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas applicables à la nature du gouvernement actuel, ils sont réputées de facto mises en veilleuse. Ou pas qu'à dire, je dis, on va référer à la Constitution qui dit comment pour choisir Premier ministre, pour dire c'est libre pour appliquer, ou pas que le Parlement l'autre a nommé là. Donc il faut se référer au principe de droit administratif sur la nomination et la révocation des fonctionnaires. C'est tout. Toujours en politique, Renal Lubéris, responsable de la plateforme Résistance démocratique, dit avoir des désaccords avec Smith Augustin, son représentant au Conseil présidentiel de transition. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a affirmé que sa formation politique privilégie la stabilité. L'ancien secrétaire général du Conseil des ministres juge imprudent de changer de gouvernement sans disposer d'une alternative politique claire pour l'après-7 février. Les membres du Conseil présidentiel de transition doivent mesurer la portée de leurs actes, insiste Renal Lubéris. Et je souhaite qu'il y ait une table de discussion très large et autour de laquelle les acteurs politiques, socio-économiques en fait vont se réunir et s'accorder au moins sur la nécessité d'aller aux élections et de trouver des éléments, des mécanismes pour pouvoir faciliter en fait l'organisation des élections. Donc, je veux dire des mécanismes en fait de gouvernement qui puissent permettre en fait la facilitation des élections et non des mécanismes qui nous permettent d'avoir une transition pour 2028 et 2029, 2030 comme certains se plaisent en fait à le demander. Donc vraiment le 8 février devrait être en fait un moment où tout le monde accepte de dialoguer, mais on devrait aussi voir l'accélération des actions des forces de l'ordre contre le banditisme et pour permettre en fait aux Haïtiens de pouvoir venir dans le pays pour ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui y sont déjà de pouvoir revenir chez eux ou circuler librement. C'est un souhait au lieu d'une prophétie. Le Conseil présidentiel, si vraiment il voulait qu'il y ait un changement de gouvernement et voulait participer en fait à l'après-7 février, il n'aurait pas attendu fin janvier pour s'y prendre. Il aurait entamé le processus en octobre au plus tard et à ce moment-là, on aurait eu une autre alternative. Mais en se battant contre eux-mêmes et les conseillers enlever toute possibilité d'être des interlocuteurs ou des acteurs de premier plan dans l'après-7 février. Tout était possible. Moi, j'avais même dit que si, par exemple, on avait un premier tour d'élection présidentielle en décembre 2025 ou un second tour, par exemple, en février ou en mars, qui pourrait oser demander au CVT de s'en aller?
tout le monde allait dire que mais c'est irrationnel. On a un premier tour d'élection et donc on ne peut pas demander à ces gens-là de s'en aller pour faire quoi? On va mettre une équipe nouvelle. Ce que le pays doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit, y compris mes propres alliés, si on leur donne les rênes du pays aujourd'hui, ils vont mettre 2 ans de plus en fait. Comme annoncé en titre, signature ce mercredi d'un protocole d'accord entre le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral du Mexique. Ce partenariat vise à renforcer la coopération entre les 2 institutions dans plusieurs domaines du système électoral, notamment le renforcement des capacités des opérateurs électoraux, la gestion et la mise à jour du registre électoral, ainsi que l'utilisation de la technologie dans l'organisation des élections, précise le président du CEP, Jacques Desrosiers. L'Institution nationale électorale du Mexique s'engage à accompagner les efforts du gouvernement haïtien en vue de l'organisation des élections, souligne Jesús Cisneros Chavez, ambassadeur du Mexique en Haïti. C'est un compte-rendu de Réti Fortuné. 2026 est une année électorale, réaffirme le Conseil électoral provisoire. En dépit des incertitudes politiques actuelles, l'institution électorale entend respecter le calendrier publié il y a quelques semaines. Dans le but de garantir la réussite de cet exercice démocratique, le CEP entend s'appuyer sur ses partenaires internationaux. C'est dans ce contexte qu'intervient la signature d'un protocole d'accord entre le CEP et l'Institut national électoral du Mexique, une initiative loin d'être anodine, selon le président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers. Nous voulons voir chaque Haïtien, chaque Haïtienne s'engager activement dans le processus démocratique. Une forte participation électorale est le reflet d'une société engagée en signe de maturité et de vitalité démocratique. Ce partenariat couvre plusieurs domaines techniques, notamment l'utilisation des technologies dans le processus de vote ainsi que la logistique électorale. Pour Jacques Desrosiers, cette coopération vise avant tout à encourager une participation massive des électeurs lors des prochaines joutes électorales. Ces aspects sont cruciaux pour assurer une participation accrue et un processus électoral de qualité. À cet égard, nous avons l'intention de développer différentes activités de coopération, notamment des ateliers de formation, des échanges d'informations et de documentation, ainsi que des visites de gestionnaires et de fonctionnaires. Ces initiatives seront des occasions d'apprendre, de s'inspirer et d'élever nos pratiques électorales à un nouveau niveau. À travers cet accord, le Mexique entend accompagner les efforts des autorités nationales dans la perspective des élections à venir. L'ambassadeur du Mexique a, à cette occasion, renouvelé l'engagement de son pays en ce sens. On a une expertise qui pourrait être utile pour aider à la réussite du processus électoral haïtien. Cela veut dire mettre à disposition un savoir-faire sur les modalités électorales, sur la production et tout ce qui doit être déployé comme équipement pour organiser un processus électoral. Toutefois, le diplomate a également encouragé la poursuite des actions visant à combattre les gangs qui terrorisent la population. Sans le rétablissement de la situation sécuritaire, le calendrier électoral pourrait être compromis, s'inquiète Cisneros Chavez. La situation est plutôt promisoire. Il y a déjà un calendrier électoral, il y a du travail fait pour arriver à organiser des élections. Maintenant, il faut déployer tous les efforts à la fois des acteurs haïtiens et de la coopération internationale pour assurer la réussite et pour donner de la continuité aux avancées qui ont été déjà faites. Si dans à peu près 7 mois, les opérations électorales devraient se dérouler dans tout le pays conformément au calendrier électoral, des leaders politiques annoncent être en passe de trouver un accord pour mettre en place une nouvelle transition qui pourrait aller au-delà de cette date. Autre nouvelle, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'octroi de subventions au sein de l'administration publique, sauf autorisation spéciale de la primature. La mesure a été annoncée dans une circulaire datée du mardi 27 janvier 2026, adressée à l'ensemble des ordonnateurs de l'État.
Dans ce document, le chef du gouvernement instruit les responsables des institutions publiques de s'abstenir de toute décision engageant des subventions et leur rappelle l'obligation de se conformer strictement à cette directive. Par ailleurs, aucune précision n'a été fournie quant à la durée de la mesure ni aux critères d'octroi des éventuelles autorisations spéciales. La primature n'a pas non plus indiqué si cette décision s'inscrit dans un cadre de réajustement budgétaire ou de contrôle des dépenses publiques. Jusqu'à nouvel ordre, les institutions publiques sont tenues de se conformer à cette directive sous la responsabilité directe des ordonnateurs. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'ONG Médecins sans frontières confirme avoir enregistré chaque mois au cours de l'année 2025 plus de 250 cas de violences sexuelles et sexistes à la clinique Prends Même, une structure créée par l'organisation en 2015, alors que la moyenne mensuelle était de 95 cas à l'époque. Parmi les survivants ayant reçu des soins à Prends Même depuis 2022, 57% déclarent avoir été agressés par des membres de groupes armés, souvent dans le cadre d'agressions collectives perpétrées par plusieurs auteurs. Ces informations figurent dans le rapport intitulé « Violences sexuelles et sexistes à Port-au-Prince en Haïti », rendu public par Médecins sans frontières. Le document s'appuie sur 10 années de données médicales et de témoignages. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluis et de Guitry Choisy. Dans la capitale haïtienne, les violences sexuelles et sexistes ont connu une recrudescence alarmante depuis 2021. Elles sont désormais utilisées de manière systématique comme un moyen de semer la terreur parmi les membres de la population. C'est ce que révèle le rapport Violences sexuelles et sexistes à Port-au-Prince, rendu public aujourd'hui par le MSF. Ce document s'appuie sur 10 ans de données médicales et témoignages collectés au sein de la clinique Prends Même, une structure créée par l'organisation en 2015. Il y a une brutalité croissante dans les schémas de violences perpétrées. Donc, dans ces graphiques, nous vous montrons d'abord que les cas de violences sexuelles et sexistes qui se font dans les cadres d'attaques contre la famille ou la communauté ont été multipliés par 5. C'est-à-dire que ce sont des attaques qui ne ciblent pas seulement les femmes et les filles de manière individuelle, mais qui ciblent toute la famille ou tout un quartier. Depuis 2021, le nombre de survivants de violences sexuelles et sexistes pris en charge par la clinique a presque triplé, passant d'une moyenne de 95 admissions mensuelles en 2021 à plus de 250 en 2025, explique Diana Mania Arroyo, chef de mission de MSF en Haïti. Cela démontre à quel point l'explosion de la violence de ces dernières années a eu des répercussions directes sur le corps des femmes et des filles. Plus de la moitié des survivants ont été agressés par plusieurs auteurs. Plus de la moitié des survivants déclarent que l'auteur était un membre d'un groupe armé. Et un facteur qui a tellement changé depuis les dernières années, c'est le facteur de déplacement. Donc, le nombre de patients déplacés a augmenté 20 fois depuis 2022. Le déplacement devient un facteur de vulnérabilité aggravant dans les dernières années. Parmi les survivants qui ont reçu des soins à Prends Même depuis 2022, 57% ont déclaré avoir été agressés par des membres de groupes armés, souvent dans le cadre d'agressions collectives commises par plusieurs auteurs. Ce rapport appelle à une action urgente et coordonnée des autorités haïtiennes, des prestataires de services, des bailleurs, des agences des Nations Unies et des acteurs de la sécurité. Mais depuis 2022, les cas entre 51 et 81 ont augmenté 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous donne une indication du fait que les cas de violence sexuelle deviennent plus arbitraires, que les femmes de n'importe quel âge peuvent être agressées. Le rapport met en évidence les insuffisances persistantes en matière de disponibilité des services auxquels les survivants sont systématiquement confrontés. MSF est souvent dans l'incapacité d'orienter ses patients vers des aides non médicales essentielles, telles que des refuges sûrs, des solutions de relocalisation
ou un appui à la subsistance, pourtant indispensable à une prise en charge complète. Fin de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une de ce mercredi 28 janvier 2026. Dans le dossier concernant les tentatives de renvoi du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Maître Samuel Madistin rappelle que le président du Conseil présidentiel de transition ne dispose pas d'un droit de veto. Selon lui, les décisions prises à la majorité sont exécutoires et le coordonnateur du CPT qui refuse de s'y soumettre doit être considéré comme démissionnaire. Le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral du Mexique ont signé ce mercredi un protocole d'accord visant à renforcer la coopération dans plusieurs domaines clés du processus électoral. Le partenariat porte notamment sur la formation des acteurs électoraux, la gestion du registre électoral et l'utilisation de la technologie pour l'organisation des scrutins. Et puis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a décidé de suspendre l'octroi de subventions au sein de l'administration publique, sauf autorisation spéciale de la primature. Annoncée dans une circulaire datée du 27 janvier 2026, la mesure s'impose à l'ensemble des ordonnateurs de l'État, sans précision sur sa durée ni sur les critères d'éventuelles dérogations. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.